d'exclamation podcast, une présentation de Place aux jeunes, Centre du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Exclamation Podcast. Comme toujours à l'animation, moi-même Audrey, accompagnée de ma collègue Angéline. Bonjour. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Suzy Obomsawin. Suzy est directrice du bureau Ndakina au Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Merci beaucoup, Suzy, d'avoir accepté notre invitation. Bonne année à vous pour l'invitation, c'est super apprécié. Donc, pour commencer, Suzy, pour placer peut-être nos auditeurs, nos auditrices, c'est quoi exactement le bureau Ndakina et qu'est-ce que vous faites? Excellente première question. En fait, le bureau du Ndakina est une entité là, qui fait partie des différents départements du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Le bureau du Ndakina en tant que tel a été créé en 2013 là, à la demande des conseils des Abénaquis d'Odanak et de Wolinak pour offrir une structure qui va pouvoir répondre à la consultation. En fait, on reçoit diverses demandes de consultation, autant de la part du gouvernement fédéral que provincial, différents promoteurs et tout ça. Donc, on regarde les différents projets puis voir quels impacts ils auront là, sur nos droits ancestraux puis sur nos pratiques là, sur le territoire ancestral. On fait également la gestion des dossiers de revendication particulières, des projets par rapport au savoir traditionnel de la nation, des projets d'adaptation au changement climatique. On fait en fait plusieurs projets là, qui permettent de bien faire en fait la gestion du territoire ancestral là, de la nation Wabanaki. C'est quand même un mandat assez varié là, pour une seule entité. Toi, ton travail, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que toi, tu fais plus spécifiquement? En fait, j'ai oublié de préciser là, qu'on est quand même une équipe là, qui n'est pas seulement moi au sein du bureau Ndakina. On est 10 personnes qui viennent de professions différentes, super variées, archéologie, histoire, géomatique, biologie, environnement. Donc, c'est vraiment différentes disciplines là, qui permettent de bien répondre aux différentes activités là, du département. Moi, de façon plus spécifique, c'est sûr que je fais la gestion de mon équipe, m'assurer que tout le monde est correct, qu'on a tous les plans de travail là, qui sont définis pour pouvoir bien avancer, mais c'est aussi beaucoup de négociations avec les différents paliers de gouvernement, beaucoup de rencontres avec des nouveaux promoteurs, de vraiment rencontrer aussi les membres de la nation, recueillir leurs commentaires, préoccupations, frustrations, essayer de faire des projets qui répondent à leurs attentes, à leurs besoins. Donc, c'est beaucoup dans le relationnel, dans la négociation, dans l'écoute. Donc, c'est extrêmement varié. Mes tâches d'une journée à l'autre ne se ressemblent pas nécessairement. Oui, beaucoup devant mon ordinateur ces temps-ci, mais en temps normal, beaucoup sur la route, à rencontrer différentes personnes, autant de la nation que de différents promoteurs. Puis ça, c'est super stimulant là, d'avoir la chance, en fait, de rencontrer autant de monde au quotidien. Puis aussi d'essayer, en fait, de faire des projets qui vont être pour interpeller en fait les membres de la nation, pas seulement les chasseurs, les pêcheurs, mais aussi les jeunes, les femmes, les aînés. Donc, on essaie là, de penser à tout le monde quand on propose des projets, quand on développe des orientations, quand on fait des activités. Donc, ça, c'est encore une fois là, hyper stimulant pour nous. Donc, ça résume pas mal ce que je fais. C'est quand même difficile de le dire en quelques lignes. Là. Puis je ne sais pas si tu seras en mesure de nous donner peut-être un exemple là, pour nous montrer quel genre de projet vous pouvez faire, là, parce que c'est vraiment varié, là, allant du projet plus d'entrepreneuriat, plus d'environnement, tout ça. Là. Est-ce que tu as un exemple qui pourrait préciser un peu là, c'est quoi exactement? Oui, en fait, il y a quelques années, on a reçu une demande de consultation de la part de la MRC des Sources pour le futur parc régional du Mont-Anne. À ce moment-là, on a reçu la demande, on a commencé à regarder ce qu'il en était, c'est quoi les orientations et tout ça. Puis, il y a eu l'idée, en fait, de proposer qu'il y ait une inclusion de la culture abénaquise au sein du projet. La MRC des Sources a vraiment été emballée par la proposition, puis de là a émané vraiment une relation là, approfondie entre la MRC des Sources et la Nation. On a alimenté vraiment tout l'aspect d'inclusion de la culture Wabanaki avec
des parcours spécifiques, des hébergements, des notions sur la culture, sur l'histoire, des références aussi à la nation, autant dans le visuel que dans des activités possibles. Il y a également une statue qui a été érigée au sommet du Moab. Donc, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut développer comme projet. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, parce qu'on en a vraiment plusieurs. Mais sinon, à plus petite échelle, on fait aussi plusieurs ateliers de transfert de connaissances, beaucoup de sensibilisation par rapport à la nation, par rapport à notre passé, à nos savoirs, notre vision aussi, parce que c'est aussi important de rappeler que nous sommes des gens contemporains qui existent encore. On n'est pas simplement tournés vers le passé. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'on essaie de générer de plus en plus en rencontrant des gens dans les écoles, dans les cégeps, les universités, dans certaines administrations publiques. On fait vraiment là, un peu, en fait, on agit à titre d'ambassadeur là, de la nation à différents endroits là, pour faire en sorte que notre voix est bien entendue. Fait que comme je disais, c'est vraiment vaste ce qu'on fait parce que c'est tellement, les possibilités sont tellement grandes, puis encore plus maintenant, parce qu'il y a vraiment un intérêt, puis nous sommes sollicités parce que les gens entendent parler de nous, voient qu'on fait des choses intéressantes, puis veulent nous accueillir. Donc, ça, c'est encore plus intéressant comme contexte là, de travail, puis de dire, j'ai pas à forcer en fait la relation est intéressée, est sentie, puis là, développons quelque chose qui va être authentique, puis qui va répondre à nos besoins, à nos attentes, puis qui va aussi être dans certains cas, un produit intéressant là, pour les visiteurs, les touristes ou les citoyens là, de ces régions-là qui sont concernés. Puis, ben, c'est vraiment intéressant, là. Puis moi, j'avais fait un petit peu de recherche là, avant qu'on se rencontre aujourd'hui. Puis tu as parlé beaucoup, là, où vous faites un petit peu comme à titre d'ambassadeur pour développer des projets. Est-ce que vous faites aussi des choses là, destinées là, à votre communauté, pour les plus jeunes, pour les impliquer ou des choses comme ça? Absolument. C'est sûr que quand on parle des jeunes de la nation puis des impliqués, ça vient vraiment il y a différentes dimensions en fait impliquées. Puis c'est pas seulement le Bureau d'Indokina qui stimule cette implication-là. Il y a d'autres partenaires, d'autres départements, des organisations qui sont aussi présents, dont entre autres le service enfance-famille, là, qui fait beaucoup de promotion au niveau de la culture également. Donc, c'est sûr que nous, dans les projets qu'on a mis sur pied jusqu'à présent, on inclut la possibilité que les jeunes puissent venir avec nous sur le terrain, puissent apprendre des techniques, puissent aussi, dans le fond, agir un peu à titre d'assistant, puis on les inclut comme ça à différents projets pour que ce soit des assistants de recherche, des auxiliaires. En fait, le titre change d'une fois à l'autre, mais l'idée, c'est de vraiment les entendre puis d'intégrer leurs commentaires, leur vision des choses. Des fois, à force de travailler dans un bureau avec la même équipe, on prend un peu un confort, puis on s'oriente un peu tout le temps dans la même direction. Puis là, en amenant des jeunes, ça amène une autre perspective, un autre regard, puis aussi, je dirais qu'ils sont plus droit au but. Là. Moi, je veux savoir telle chose, puis je veux qu'on puisse avancer dans cette direction-là. Ça, c'est super stimulant aussi pour nous là, d'entendre ces commentaires-là. Entre autres, les jeunes ont formulé le souhait de pouvoir avoir accès aux pratiques traditionnelles, en fait, à l'enseignement de ces pratiques-là du début à la fin. Donc, par exemple, pour la chasse, mais de vraiment accompagner un chasseur dans la préparation de sa chasse, puis après ça, d'aller avec lui sur place, de chasser, de préparer le gibier, puis après ça, de le cuisiner. Fait que l'idée, c'était on veut avoir la séquence complète. Puis ça, c'est ce que les jeunes nous ont beaucoup dit. Là. On ne veut pas juste avoir des petits bouts de ce qu'on doit faire. On veut savoir au complet pour être en mesure de pouvoir le faire par la suite. Puis ça fait vraiment du sens. Maintenant, on dirait que des fois, on l'échappe ça, qu'on est comme les jeunes, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas vraiment s'investir, ils ne sont pas intéressés, mais au contraire, quand on écoute vraiment ce qu'ils ont en tête puis ce qu'ils veulent voir comme projet, c'est beaucoup plus, on répond en fait beaucoup plus à leurs attentes, puis on se rend compte qu'ils sont prêts à investir le temps nécessaire si c'est quelque chose qui les intéresse, là, puis leur vision est écoutée finalement. Et puis c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que vous êtes une équipe de 10 là, que tu disais tantôt, puis c'est vrai qu'une fois que vous avez fait le
peut-être le tour de tout un petit peu ce que vos préoccupations ou ce que vous connaissez des enjeux. Des fois, il y a d'autres personnes qui peuvent venir puis vous donner des nouvelles idées, de nouveaux angles même d'enjeux que vous travaillez déjà. Fait que c'est vraiment intéressant que vous pouvez permettre un petit peu des espèces de stages ou des consultations là, directement avec les gens qui sont intéressés par les enjeux. Là. C'est vraiment super. Seulement, en fait, on était censé, hors période COVID, de faire un projet on était super emballés de pouvoir commencer à réaliser. Puis au final, il va falloir penser à une approche un peu. En fait, il va falloir tenir compte davantage du contexte sanitaire actuel là, parce que c'était probablement le pire projet qu'on a soumis dans le contexte pandémie. On voulait, dans le fond, rencontrer des jeunes de la nation, leur demander quels sont les lieux que tu aimerais découvrir sur le territoire ancestral, que tu as entendu parler, mais que tu n'as pas eu la chance d'aller voir encore. Puis là, on voulait cibler en fait ces zones-là avec eux, organiser vraiment des déplacements avec les jeunes à ces endroits-là, en faisant venir avec nous des aînés de la nation, dans le fond, de tous être dans le même autobus, de se rendre jusque là-bas, puis d'échanger des histoires sur ces lieux-là en cours de route, vraiment de faire de la transmission culturelle. Puis après ça, sur place, de faire des activités, là, vraiment d'échanges et tout. Puis bon, c'est sûr que au final, c'est quand même pas possible là, en ce moment. Là, on s'entend qu'on ne va pas mettre des aînés dans un autobus, les déplacer, puis tout. Fait que on est en train de réfléchir comment on peut articuler autrement ce projet-là, parce que c'était vraiment quelque chose qu'on avait entendu, des commentaires qui disaient c'est bien de parler du territoire ancestral, mais il y a plein d'endroits que j'entends parler puis que je n'ai jamais vu parce que mes parents ne m'amènent pas ou parce que je connais personne, en fait, dans ma famille immédiate là, qui peut me montrer c'est où exactement. Donc, ça va venir éventuellement, là, mais c'est le genre de choses qu'on veut aussi réaliser au cours de l'année prochaine. Justement, j'ai une question parce que là, tu nous parles de territoire ancestral, mais c'est peut-être pas tout le monde qui comprend à quoi on réfère. Fait qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, c'est quoi cette notion-là de territoire ancestral? Dans le fond, le territoire ancestral, c'est vraiment la superficie de territoire qu'on occupait et on utilisait avant la colonisation. C'est sûr que dans le contexte des Abénaquis, il y a quand même une variable importante à tenir compte, là, que notre territoire ancestral a été scindé en deux avec la frontière canado-américaine. Dans le fond, notre territoire ancestral, il fait de la rivière Richelieu jusqu'à la rivière Etchemin. Puis au nord, le fleuve Saint-Laurent et au sud, la ville de Boston. Donc, c'est vraiment une grande superficie de territoire qui était utilisée de façon, dans le fond, au fil des saisons, là, les groupes abénaquis se déplaçaient sur le territoire. Aujourd'hui, on est davantage actifs du côté canadien, là, justement en raison de la frontière, mais il y a encore des membres de la nation qui habitent du côté américain. Puis, ça fait aussi partie là, de nos visées de stimuler davantage là, les échanges avec les membres de la nation du côté américain du territoire. Il y a tout un legs là, historique, il y a aussi beaucoup de patrimoine culturel et tout ça. Donc, bref, en gros, c'est ça la notion de territoire ancestral. On n'est pas dans un processus de revendication territoriale globale, là, la nation Abenaki. On est plus dans une approche d'affirmation du territoire. Donc, on tisse davantage de liens de collaboration avec les différentes régions concernées par notre territoire ancestral pour justement rappeler cet héritage-là, rappeler notre présence, rappeler qu'on utilise encore aujourd'hui le territoire pour nos pratiques traditionnelles, puis qui est important pour nous, là, à titre d'intendant du territoire, là, on veut continuer à le protéger là, pour les prochaines générations. Donc, c'est un peu ça que je ne rentrerai pas dans tout le détail juridique de territoire ancestral et tout ça, mais mettons de façon résumée, c'est ça un territoire ancestral. Bien, merci pour la précision. Là. Effectivement, ça peut être flou, cette notion-là, pour des gens qui ne sont peut-être pas au courant de l'enjeu, mais merci beaucoup. Là, on a parlé beaucoup de ce que tu fais en ce moment, mais il y a tout un parcours qui t'a amené à où est-ce que tu es aujourd'hui. Donc, on voulait parler un petit peu de ça. Est-ce que tu voudrais me parler un petit peu de ton parcours scolaire et professionnel au cours des années? Oui, absolument. En fait, j'ai étudié au Collège La Flèche là, pour
le collégial. Puis après ça, je me suis dirigée vers l'Université Laval. J'ai d'abord fait un baccalauréat intégré en économie et politique. Puis après ça, j'ai fait un MBA, en fait une maîtrise en administration des affaires avec une concentration en développement international. Moi, c'était plus vers là que je me dirigeais. Je voulais être chargée de mission à l'étranger et tout ça. C'est vraiment, je n'étais pas du tout dans le niveau local, là, disons. Puis à un moment donné, j'ai eu des discussions avec mon grand-père au Bamsawin, puis il me disait grosso modo que c'est bien que tu aies voyagé, que tu aies découvert plein d'endroits, puis il me parlait tout le temps de ça quand j'étais jeune, vas-y, va découvrir, va explorer. Mais là ça serait pas pire que tu reviennes, ça serait pas pire que tu commences à penser à mettre à profit tes compétences pour les Premières Nations. Puis à ce moment-là, en fait, on retourne en 2009. Je n'avais pas vraiment d'idée de comment j'allais faire ça. Je trouvais que je me demandais par où commencer, puis même comment ma voix peut s'inscrire dans tout ça. Bref, de fil en aiguille, j'ai obtenu un poste comme conseillère aux affaires autochtones du côté du ministère de l'Éducation au gouvernement du Québec. Puis là, c'est là où j'ai vraiment été plus confrontée à diverses réalités, diverses problématiques, puis aussi à peut-être un espèce de carcan là, qui m'a vite dérangée là, à l'interne du gouvernement. Au même moment, ou presque, j'ai vu une annonce là, d'un coordonnateur, l'ancien coordonnateur du réseau jeunesse des Premières Nations au Québec-Labrador qui cherchait des représentants à Benaki pour participer au Forum jeunesse des Premières Nations. À ce moment-là, on est rendu en 2011, j'ai écrit à la personne, puis je me disais, en tout cas, s'il n'y a personne d'autre, moi, je serais peut-être intéressée. Là, je pense que je peux y aller, juste observer. Puis c'était vraiment avec une approche. Pour dépanner. Oui, c'est ça. Je suis vraiment le backup. C'est comme si vous trouvez vraiment personne d'autre, je vais participer. Puis il me disait, peu importe, on trouve du monde ou pas, bien pareil. Fait que j'ai participé à ce forum-là. C'est la première fois que je participais à un forum qui avait autant de jeunes des Premières Nations qui étaient impliqués, souvent de communautés que je n'avais pas encore côtoyé les gens. Puis je trouvais ça déjà super impressionnant. En fait, là, je me sentais un peu comme oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Puis au fil, dans le fond, du forum, qui durait une fin de semaine, il y avait, en fait, au terme de ce forum-là, il y avait des élections pour les postes porte-parole, principaux et substituts. Puis on m'a proposé on a proposé ma candidature. Il y a des gens dans la salle qui ont dit je trouve que tu ferais vraiment une bonne porte-parole, puis on aimerait ça que tu acceptes de te présenter. Bref, là, j'ai été encore plus bousculée parce que d'abord, je participais vraiment avec une approche là, de justement, je suis votre dernier recours en tant que représentant à Benaki. Puis ça, est-ce que tu disais là, que tu y allais comme un petit peu à reculons, c'est ça, de dernier recours, parce que tu te sentais pas habilitée ou parce que c'était quelque chose qui t'intéressait pas ou que tu pensais que ça allait pas t'intéresser? En fait, c'est qu'à ce moment-là, ça faisait déjà quand même à peu près, ça faisait en fait plusieurs années là, que j'habitais plus à Odanak, là, que j'avais habité à Trois-Rivières, puis après ça à Québec. Je me sentais un peu loin de mon milieu. Je me sentais pas nécessairement la meilleure représentante de ma nation. Puis je trouvais que il y avait des notions qui m'échappaient là, pas mal. Là, puis je savais pas trop ça fait quoi un porte-parole. Est-ce que j'ai vraiment les capacités? Je suis quand même une personne réservée, assez timide. Là. Ça paraît peut-être pas maintenant, mais ça reste que je n'ai pas nécessairement le réflexe je sais que j'ai fait plein de choses là, dans les médias, tout ça, mais ça reste que j'ai tout le temps une petite gêne là, à aller de l'avant. Puis, bref, j'ai accepté la proposition de candidature. J'ai fait mon discours là, que j'ai fait sur le coin d'une table parce que je ne m'attendais pas à me présenter. Puis au final, j'ai été élue porte-parole substitut. Ça a été le début de l'aventure, dans le fond, au sein du réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador. La porte-parole principale qui a été élue à ce moment-là, Caitlin Tolley, elle était unilingue anglaise. Donc, rapidement, mon rôle qui était censé être substitut, c'est vraiment plus apparenté à
à un rôle de porte-parole principale parce que je répondais à, entre autres, toutes les entrevues en français, toutes les représentations à faire avec le gouvernement du Québec. Souvent, il n'y a pas de traduction simultanée, donc c'est moi qui le faisais à sa place. Bref, les 2 premières années ont été davantage exigeantes que je le pensais dans mon supposé rôle de porte-parole substitut. Puis après ça, 2 ans après, dans le fond, nos mandats étaient 2 ans. 2 ans après, j'ai été élue porte-parole principale pour le réseau jeunesse. Quand tu deviens porte-parole principale, tu as un siège également au Conseil national des jeunes de l'Assemblée des Premières Nations. Après ça, dans le fond, de 2013 à 2015, j'ai été appelée à voyager partout à travers le Canada, à rencontrer des jeunes des Premières Nations de tous les horizons, de toutes les régions. Ça m'a vraiment fait découvrir à la fois différentes nations et aussi le Canada en tant que tel, parce que je ne le connaissais pas tant que ça. Autant j'ai voyagé partout à travers plein d'endroits dans le monde. Le Canada, je ne le connaissais pas tant. Je connaissais bien le Québec, mais pas plus que ça. Fait que ça m'a fait beaucoup bouger. Puis là, plus j'ai pris en fait cette position-là à l'avant-plan dans le réseau jeunesse, puis à faire des négociations avec le gouvernement du Québec, plus ça m'a mis dans une position un peu délicate avec mon rôle au sein du gouvernement du Québec. Ça reste qu'un fonctionnaire de l'État est censé être impartial, puis avoir neutre. Puis là, c'est comme si j'étais un peu... en fait, j'ai été étiquetée comme étant un peu représentante de groupe d'intérêt. Fait que là, ça devenait trop compliqué. En fait, moi, je me sentais plus à l'aise, puis j'avais pas envie de choisir. Donc, ça a bien donné parce que quasi au même moment où j'ai commencé à avoir un peu ce malaise-là, d'être à la fois porte-parole puis de travailler pour le gouvernement du Québec, il y a eu un poste qui s'est ouvert au Grand Conseil de la Nation Abenaki. Je trouvais que là, c'était vraiment une belle opportunité pour moi pour revenir d'abord chez moi, mais aussi pour pouvoir être plus en paix là, avec mes implications sociales diverses au sein des Premières Nations, puis pouvoir avoir justement cette liberté-là qui est quand même nécessaire quand que tu milites, entre autres, pour le bien-être des jeunes des Premières Nations, puis en fait, de développer des opportunités, développer des réseaux d'échange et tout ça. Puis c'est ce que j'ai retrouvé en fait au sein du Grand Conseil, beaucoup de latitude, beaucoup de flexibilité dans mon horaire qui était quand même assez intense vu mes différents engagements. Mais c'est ça, j'ai eu beaucoup d'écoute. Puis ça, c'est tout le temps comme le bonheur d'un militant, je pense, là, de dire, en fait, mon rôle professionnel est un peu devenu à l'image de mes implications. Puis là, je pouvais vraiment marier tout ça ensemble, puis être plus, en fait, en liberté, là, avec, je dirais que c'est vraiment le mot de liberté qui revient souvent parce que c'est c'est comme ça que je me suis sentie j'ai pas envie de faire un choix. Il y avait tellement de choses à discuter, à négocier au niveau des jeunes des Premières Nations que je ne voyais pas l'intérêt de maintenir mon régime de pension au gouvernement du Québec comme étant quelque chose qui était la clé pour que je reste, par exemple. En tout cas, j'ai eu à m'en parler quand même pas mal là, de cette dynamique-là avec mes proches, de dire est-ce que je fais le bon choix? J'étais quand même jeune, là, j'avais pas encore 30 ans. Est-ce que c'est vraiment sensé comme réflexion? Est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que je ne viens pas me compromettre? Bref, fait que ça a été... c'est là que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis au Grand Conseil puis que j'ai continué à m'impliquer puis à m'engager dans différents organismes puis à être la personne que je suis aujourd'hui, finalement. Là. Sans t'avoir à te brimer par d'autres engagements professionnels qui peuvent peut-être te limiter dans ce que tu veux accomplir ou ce que tu veux militer pour. Oui, bien, en fait, j'ai fait le choix d'être bien avec qui je suis, je pense. Là. J'aurais été incapable de rester à long terme dans une situation où je m'aurais sentie comme je ne peux pas être vraiment qui je suis puis dire ce que j'ai envie de dire. Puis je pense, en fait, que la façon que je m'exprime, c'est constructif, c'est positif, puis c'est vrai, c'est nécessaire. Fait que c'est aussi ça, là, je me disais, c'est pas, je fais pas un écart de conduite parce que ça fait pas de sens. Bref, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça me permet de pouvoir continuer vers l'avant, puis
il y a quand même des choses avec lesquelles je dois composer à l'interne du Grand Conseil, des visions que je dois. Ça reste que je suis une professionnelle, puis qu'il y a toujours des attentes là, de part et d'autre, peu importe dans quel milieu tu travailles, mais je pense c'est important d'œuvrer dans un milieu où tu sens que ta personne n'est pas si loin, en fait, de l'organisation pour laquelle tu dédies quand même une bonne partie de ton temps. Là. On s'entend que ça prend beaucoup de notre temps nécessairement. Là. Puis ça m'amène à une question qui m'intrigue, là, que tu parlais de temps, ça demande beaucoup de temps. Comment tu fais puis comment tu as fait aussi par le passé à travers tes autres implications, justement, de gérer la vie où on milite, d'activistes, impliqués dans des enjeux quand même très importants et une vie personnelle? Tu sais, comment on fait pour gérer les deux puis qu'un vienne pas, surtout que Et une vie les enjeux. professionnelle Oui, également. c'est ça, puisque les enjeux viennent te toucher personnellement. Donc, ça peut peut-être être tentant et ou même difficile là, de pas que ça vienne embarquer dans un équilibre de vie. Là. Comment tu as fait pour gérer ça? Puis comment tu fais pour le gérer en ce moment? Puis est-ce que comment ça se passe? C'est une bonne question que je suis certaine que mon conjoint aurait plein d'éléments à partager lui aussi. En fait, c'est un apprentissage. Je pense qu'un peu comme n'importe quelle personne qui commence à s'impliquer dans différentes causes sociales, on peut vite être envahi par cette implication-là, puis vite aussi dépassé par le fait que des fois, on investit X nombre d'heures, puis au final, il n'y a pas beaucoup de résultats qui sont générés. Fait que c'est sûr que je pense qu'il faut apprendre à avoir un regard pas trop sévère envers soi-même puis envers ce qu'on réussit à accomplir réellement. Puis ça, je dis ça après avoir eu quand même avoir à faire une bonne introspection sur moi-même, là, puis sur l'implication que je faisais, parce qu'effectivement, au début, je me suis vraiment investie là, corps et âme, mais j'avais presque plus de vie sociale, je voyais presque pas ma famille, puis même des amis me disaient « Ah, c'est l'étrangère qui vient d'arriver » parce que j'ai côtoyé pas tant à force de bouger à travers le Canada, à force de dormir dans des hôtels à gauche et à droite. Je perdais un peu le fil de ma propre vie pour le bénéfice de la cause. Puis ça, c'est à un moment donné, ben, c'est ça, il y a comme un moment où je me suis dit, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça m'épuise vraiment, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Puis je dois tenter, en fait, d'avoir un équilibre un peu plus entre mon implication, ma vie professionnelle, qui aujourd'hui, ma vie professionnelle n'est pas très loin de mon implication, puis ma vie personnelle, puis encore plus maintenant que j'ai un garçon, j'ai un fils de 4 ans. Donc, ça aussi, ça a ajouté une couche supplémentaire à ma propre réflexion, puis au temps, à ma répartition du temps. Puis, ce que j'ai appris, c'est que c'est important, justement, cet équilibre-là. C'est important aussi dans l'implication de s'impliquer dans des choses oui, qui peuvent être lourdes puis qui peuvent être difficiles, mais également dans des choses qui sont positives puis qui sont plus légères, qui sont peut-être justement où on a l'impression de pouvoir contribuer plus puis de générer plus de résultats. Puis c'est là où j'ai commencé à balancer un peu mes implications aussi, de dire ah oui, je vais m'impliquer dans le réseau jeunesse, mais je vais aussi m'impliquer, par exemple, dans des choses comme le Power d'Odanak ou dans le musée des Abénakis, parce que c'est des choses extrêmement positives que je n'ai pas à lutter, en fait. J'ai juste à faire rayonner, puis ça, ça fait vraiment du bien. Je pense qu'il y a aussi l'aspect de se permettre des temps d'arrêt, de se permettre de dire j'ai donné ce que j'avais à donner, puis là, je prends une semaine où je ne fais rien d'implication. Ça, j'ai appris à le faire parce que on dirait que je me sentais tout le temps comme un peu obligée. Une fois qu'on met la main dans l'engrenage de l'implication, on dirait que ça vient nous chercher. Les gens sont comme c'est juste une petite demande ponctuelle, c'est juste ici, viens parler là, réponds à telle chose-là. Puis au final, tout ça prend du temps. Puis j'ai appris à mettre un peu mes limites, à choisir, en fait, à prioriser. À dire non, tout simplement. Je pense que ça, on ne le valorise pas assez, là, mais je pense qu'il faut vraiment ça ne fait pas de toi un moins bon militant parce que tu dis non à certaines reprises ou pour certaines choses. Je pense que ça, c'est important aussi là, de se le permettre, de dire ça va, ma propre santé puis mon propre équilibre est aussi important. Fait que ça, c'est pas mal les leçons que j'ai apprises. Puis encore aujourd'hui, il faut que je me rappelle souvent
ces leçons-là parce que je sais que je suis une personne qui est quand même je veux donner, j'ai à cœur, puis je veux être là, je suis disponible, je veux participer. Puis des fois, il faut que je calme mes propres ardeurs de dire Suzy, s'il vous plaît, tu as déjà fait. Oublie pas que tu fais déjà comme 32 heures semaine où ton travail est somme toute un genre d'implication sociale. Puis après ça, toutes les autres choses que tu fais. Là, fait que faut que je me parle beaucoup à moi-même là, pour tempérer un peu tout ça. Puis écouter aussi son entourage. Quand je pense que ton entourage est souvent plus critique que toi-même. Puis de dire, justement, je viens dire au début en disant mon conjoint aurait beaucoup à dire, mais à un moment donné, c'est ça, lui, il disait, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu fais, là, tout ce que tu as déjà accompli, tu n'as pas à avoir honte ou quoi que ce soit si tu prends une pause. Là. Ça, c'est ça. C'est comme ça, je pense qu'on arrive à faire une meilleure balance. Puis l'entourage, eux, ils sont là, ils voient aussi la personne que tu es en tant qu'individu, en tant que leur femme, leur sœur, leur fille et tout ça. Donc, ils voient aussi la personne de dire, ben peut-être que la Suzy qu'on connaît a besoin de prendre une petite pause parce que là, elle est trop prise dans son rôle professionnel ou militantiste. Donc, ça permet d'avoir aussi comme une autre vision. Là, la famille, ils sont là pour nous. Là. Exact. Puis c'est aussi qu'eux, ils voient également toute l'émotion qu'on ressent puis qu'on dégage. Puis que souvent, moi, j'ai un peu tendance à faire le visage neutre. C'est non, ça va, ça ne m'a pas atteint, je suis correcte. Oui, c'était des propos racistes, mais c'est pas venu me chercher. Puis j'ai un peu cette attitude-là que non, tu ne vas pas m'atteindre. Mais en parlant, on se rend compte qu'au final, on internalise un peu quand même tous ces commentaires-là. Puis c'est important aussi d'être conscient que les différentes implications, des fois, peuvent aussi avoir un effet sur comment on se sent, même si on ne s'en rend pas nécessairement compte. Ça, c'est surtout dans certains milieux. Là, je ne dis pas que c'est toujours comme ça l'implication, mais dans certains milieux, dans certaines choses qu'on a à faire, ça peut être quand même intense. Là. Quand, justement, au fil de mon parcours au sein du réseau jeunesse, j'en ai entendu des choses que je n'étais pas d'accord puis que ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, que je me suis sentie attaquée dans les commentaires. Puis je me disais, ces commentaires-là, là, ils ne se seraient pas dit en dehors de la salle où nous sommes. S'il y avait eu une caméra, personne n'aurait dit ces commentaires-là. Fait que ça, c'est aussi ça, là, de relativiser en fait tout ça et de dire ce sont des attaques, mais prends-les, entends-les, mais c'est pas. Pas se laisser t'attaquer personnellement. Là. Mais c'est ça, sûr que c'est clair que ça doit être vraiment difficile là, parce que t'es humaine. Là, fait que je veux dire, on a tout le réflexe de prendre les choses qui sont dirigées, puis des fois, c'est vraiment difficile, j'imagine, de séparer la personne, toi, puis la personne devant les caméras comme représentante. Là. Absolument. Puis c'est arrivé même que je me faisais dire, par exemple, on avait des discussions là, sur les jeunes des Premières Nations. Puis là, j'avais des commentaires comme ouais, mais toi, t'es pas un de ces jeunes-là. Toi, t'es pas comme ça. Ouais, mais toi, t'es une qui est réussie. T'es une qui t'es comme un success story. Puis là, je suis comme non, attends, là, ça se dit pas, ces commentaires-là. Genre, moi, je suis pas ici en tant que Suzy Obama-Sawin, je suis ici en tant que porte-parole d'un réseau jeunesse, puis c'est à ce titre-là que tu dois te redresser à moi, pas moi ce que j'ai réussi à accomplir. Là. Tant mieux genre, que j'ai réussi à accomplir ça, mais c'est pas en faisant ce genre de commentaires-là qu'on fait avancer la discussion. Là. Puis ça, c'est une autre affaire là, que tu faut que tu apprennes vraiment à comme non, je ne tolère pas ces commentaires-là. Mettre ses limites. Et là là. Il faut tracer une ligne, là, dire qu'il y a des choses c'est ça, que ça passe pas, c'est pas acceptable. Fait que... Mais puis au-delà, puis il y a juste aussi des choses qui se disent pas, point. Là. Oui, au-delà de ça, comme ça. Absolument. Entendons-nous, il y a la limite de ce que nous, on accepte. Il y a des affaires qui se disent juste pas, point. Là. Point barre. Là. 100% d'accord. Moi, il y avait un élément de ce que
ce que tu nous as dit, je trouve que c'est des super sages conseils pour les gens qui, peu importe dans quoi ils veulent s'impliquer. Il y a un élément que j'ai bien aimé que tu as parlé, de parler de s'impliquer dans des choses positives. Puis tu as notamment parlé du musée d'Odanak, dont tu es, si je ne me trompe pas, présidente du conseil d'administration. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de cette implication-là? Oui, ça fait déjà quand même un moment là, que je suis sur le conseil d'administration du musée. Ça l'a fait, en fait, ça va faire bientôt 8 ans. Donc, je commence à me sentir vraiment vieille au sein du conseil d'administration. Dans le fond, c'est ça, j'ai commencé cette implication-là au même moment où je suis revenue à Odanak là, pour mon poste au Grand Conseil. J'avais vraiment l'envie là, de m'investir dans le musée. Mon arrière-grand-père, Ambroise Obomsawin, a été l'un des fondateurs du musée des Abénaquis. Puis moi, j'ai grandi en fait dans ce musée-là. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune. On avait tous nos rassemblements là-bas. C'est un endroit là, qui m'est vraiment cher, puis m'est vraiment comme... C'est chez moi, là, le musée des Abénaquis. Puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs membres de la communauté à Odanak, entre autres. Puis, bref, dans le fond, j'ai voulu m'investir juste pour aider à la saine gouvernance du conseil d'administration, voir qu'est-ce que je peux faire. Puis, au début, je me suis rendu compte que, bon, ben, j'ai, entre autres, fait la rédaction des procès-verbaux. Là, avant, c'était plus la direction générale qui faisait ça. Puis, je me suis dit, ben, je vais prendre ce relais-là au sein du conseil d'administration. Au début, j'étais vraiment plus là à cet effet-là, plus faire les tâches de secrétariat. Puis là, maintenant, j'assure la présidence, c'est vraiment dans l'accompagnement de la direction générale, de faire en sorte que le musée continue de rayonner, d'être présente quand c'est nécessaire. J'ai fait plusieurs tours guidés aussi au sein du musée pour parler de moi en tant qu'Abénaquise, comment je le vois, le musée, c'est quoi la vision que j'ai, puis comment, en fait, c'est vraiment un milieu qui nous fait tellement rayonner là, que moi, à chaque fois que je vais là, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler de tous les prix qu'on a gagnés, j'ai envie de dire, moi, ma prochaine visée, c'est un prix international. J'aimerais tellement ça que le musée soit reconnu à ce niveau-là. On est chanceux. Et là, je dis on est, mais je pense que la région est vraiment chanceuse d'avoir ce musée-là. Donc, pour moi, c'est un petit cadeau là, de participer au sein du CA du musée. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. On a quand même eu des moments difficiles, mais ça reste que c'est un beau conseil d'administration. Puis, avoir une institution comme ça qui existe depuis plus de 50 ans, c'est quand même aussi toute une pression à la fois de faire en sorte que le musée continue d'avancer, mais tout un bel héritage également à valoriser encore plus. Fait que c'est ça, c'est ce que je fais au sein du musée. C'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai accueilli des groupes d'étudiants autochtones de d'autres milieux. Dans le fond, entre autres, il y a des groupes qui sont venus du Mexique que j'ai présenté le musée. On a parlé de vannerie, on a parlé des marécages qui sont à côté du musée où il y a des tortues. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir parler plus à ce niveau-là, de dire venez voir qui nous sommes, puis c'est beau, c'est professionnel, c'est un musée qui en fait, c'est pas un petit musée de région, là, c'est un beau musée. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers, puis il faut en faire encore plus la promotion pour accueillir encore plus de monde. On aimerait ça. En fait, on dépasse quand même le 15 000 visiteurs par année. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment fascinant. Là. Moi, je trouve que... Bref, je suis vraiment fière de l'institution qui est le musée des Abénaquis. Puis j'espère que les générations qui vont suivre vont continuer de mettre autant d'amour et de temps au sein du musée. Puis, moi, entre autres, mon fils, en fait, il adore aller au musée déjà. Il veut tout le temps y aller. Il y avait une section pour enfants là, au sein du musée. Puis, et aller faire du drum, puis tout, il tripe. On est chanceux, finalement. C'est vraiment ce que je veux. C'est un beau privilège, en fait, de faire partie du CA. Puis là, ce que j'ai vu, là, tu pourras me corriger si je me trompe, c'est que là, c'était réouvert depuis hier, là. Donc, en plus, Il faut dire qu'on enregistre l'épisode en oui. date du 12 février, Oui. là, parce qu'il ne sera peut-être pas diffusé au même C'est moment. vrai. Bon point, Audrey. Donc là, en ce moment, en principe, là, c'est ouvert. Donc, c'est l'occasion d'aller voir. Allez voir sur le site, là, tout le monde, là, voir des informations. Puis, c'est vraiment super intéressant. Là. Je suis allée fouiller sur le site, là, puis c'est certain que c'est à mon agenda. Là. Puis, Oui, est-ce que...
Oui, vas-y, excuse-moi. En fait, j'allais juste ajouter, effectivement, sur le site Internet du Musée des Abélenquis, vous avez plusieurs informations pertinentes. Il y a aussi la possibilité d'aller voir des expositions virtuelles. Donc, si jamais vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer, vous pouvez quand même voir du confort de votre maison des expositions virtuelles, que c'est gratuit. Donc, c'est toujours intéressant de voir des photos d'archives, notamment pour différents thèmes. Puis, on a aussi une programmation culturelle là, qui, normalement, à chaque saison, il y a une programmation. Donc, vous allez la voir là, circuler certainement bientôt. Sinon, suivez la page Facebook. Il y a beaucoup de communication échangée là, via ce réseau-là. J'avais une question là, parce que depuis le début, on parle de toutes tes implications qui sont quand même vraiment nombreuses. Puis je remarque, là, corrige-moi si je me trompe, quand même une certaine tendance à, au début, tu t'impliques ou tu proposes, mais avec une certaine réserve de dire, ah, ben, tu sais, je vais venir aider, je veux m'impliquer, mais avec un certain peut-être doute de savoir où est ta place là-dedans. Puis au final, on remarque une montée fulgurante on te donne des responsabilités, on te fait confiance vraiment, puis on reconnaît ton travail. Euh, Est-ce qu'avec le temps, c'est que cette espèce de sentiment-là, peut-être peut-être pas d'imposteur, mais tu sais, de pas avoir sa place ou de pas savoir où est sa place, est-ce que ça tend à diminuer au fil des années ou c'est encore quelque chose que tu travailles? Je pense que ça va faire partie de moi pendant probablement encore un moment. J'ai vraiment grandi avec, entre autres, des grands-parents qui étaient très humbles. Je pense que ça a des impacts sur moi aussi dans ma propre façon de voir les choses, de pas arriver en bousculant puis en chamboulant les pratiques. Fait que j'arrive tout le temps un peu justement, pas nécessairement avec un pied dans la porte, là, mais plus en disant, je vais observer, voir comment les choses se font, puis je vais voir comment je peux vraiment venir contribuer. Puis j'estime tout le temps, ça, je sais que dans certains CA, ils sont comme, oh, Suzy, arrête, là, mais souvent, j'évalue de rencontre en rencontre la pertinence que je sois encore présente, puis ils sont comme, on aimerait ça que tu restes, mais moi, c'est vraiment pas d'un point de vue comme, j'aurai pas le temps pour vous, c'est plus dire, est-ce que j'ai accompli ce que j'ai à accomplir ici, puis si j'ai accompli, bien, il y a probablement quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre la relève, qui a autre chose à venir contribuer. C'est vraiment dans ma vision de voir les choses. Mais c'est ça, je pense que oui, je risque de rester avec un peu ce doute-là. J'ai plus confiance en mes capacités qu'avant. Je sais que j'ai accumulé de l'expérience. Bon, c'est sûrement aussi parce que je vieillis là, que je commence à me dire, ben, je pense que ça se ressemble un peu, puis je suis capable de pouvoir cheminer. Mais ça reste que c'est ça, je prends ça doucement, je pense, là, les implications. Je prends le temps aussi de bien comprendre l'énergie qui est entre les personnes, de voir quoi au juste les problématiques, comment je peux aussi avoir un regard neuf sur ça. Puis, c'est ça, je pense que ça fait juste partie de qui je suis. Ben, ça démontre en même temps qu'il y a différentes façons. On n'est pas obligé d'avoir un seul type de personnalité pour s'impliquer ou pour travailler dans certains domaines, là, que C'est même si on est. exactement, Ouais. c'est exactement ce que j'allais dire aussi parce que quand tu parlais, tu sais, le mot qui me venait à l'esprit, c'est leadership. Et souvent, quand on pense au leadership, on imagine, tu sais, les gens qui arrivent en défonçant des portes puis tout ça, mais tu sais, je trouve que tu as une approche douce de justement observer, bien saisir c'est quoi les enjeux, puis fait que je trouve que c'est rafraîchissant un peu de voir que, ben, il y a l'image qu'on se fait du leadership, mais il y a plein de styles de leadership qui existent en réalité aussi, là. Ouais, c'est vrai, c'est bon, c'est bien résumé. Je pense aussi que moi, si j'ai à choisir, là, je suis aussi le genre de personne qui préfère alimenter. En fait, j'aime pas être nécessairement à l'avant-plan. J'aime ça pouvoir venir soutenir les personnes qui vont venir partager les messages et tout. Puis, je suis une personne plus dans le behind the scene, là, puis on est plus, malgré le fait que je suis souvent exposée puis souvent amenée à parler publiquement, mais si j'avais à faire un choix, je préférerais vraiment être dans
je vais rédiger tes speeches, je vais te fournir tu pourrais parler de ça, 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 tu pourrais dire telle chose, ça serait le moment, plus dans la stratégie, tout ça. Si j'avais à choisir, c'est plus ça, mais je pense que c'est justement, ça rejoint mon style de leadership, là, d'être de cette nature-là. Puis un peu comme dans le réseau jeunesse, comme s'il n'y a personne d'autre, OK, je vais le faire. L'entrevue où je vais faire dans le fond, la négociation qui est nécessaire, mais c'est pas nécessairement comme mon réflexe naturel de dire moi, je suis là, je vais prendre la balle au bon. Mais ça reste que tu le fais très bien, donc c'est peut-être pour ça que tu finis par te retrouver au devant, c'est que tu le fais très bien, là. Donc, nous, ce qu'on aime poser à nos invités à chacun des podcasts, c'est une recommandation, en fait. Là, ben, là, je me doute de ce que tu vas nous donner comme recommandation, mais sur peut-être un endroit, une activité, un lieu que tu aimerais que les gens découvrent. Ça peut être, il y en a certaines personnes qui nous proposeraient des sentiers de ski, d'autres des lieux pour faire des activités, les restaurants. Donc, est-ce que tu as une proposition à faire découvrir aux gens? Ah, c'est le fun, ça, des propositions comme ça. En fait, j'en aurais plein, c'est sûr. Bon, Tu peux nous en dire plusieurs. tantôt, j'ai parlé du Musée des Abénaquis. Bon, ça, c'est ça, c'est toujours au top de ma liste des choses à découvrir dans la région. Puis, en fait, j'invite les gens à prendre le temps également d'aller marcher le sentier Tolba, le sentier Coax, c'est des sentiers de pédestres qu'il y a à Odanak qui sont vraiment bien, là, c'est super aménagé. Vous pouvez y aller à longueur d'année. C'est sûr qu'il y a des moments dans l'année comme en juin avec les moustiques, peut-être pas, là, c'est moins intéressant. Mais ça reste que ils sont praticables là, hiver comme été. L'été, vous pouvez voir aussi des tortues. Donc, il y a vraiment un belvédère pour les observer. Ça, c'est tout le temps ressourçant. Puis en plus, en ce moment où on est plus limité dans nos activités, bien, ça fait quelque chose de vraiment intéressant à faire. Sinon, bien, c'est sûr que si vous n'avez pas encore visité le parc régional du Moham, je vous invite à le faire. C'est un autre lieu que j'apprécie beaucoup, que c'est vraiment intéressant d'y aller. Je trouve que ça fait du bien également d'explorer. En fait, c'est quand même un bon défi de monter jusqu'au sommet. Fait que je vous invite à être bien chaussé pour y aller. En fait, je pense que ça surprend toujours un peu l'accessibilité. Donc, ça, c'est un autre endroit que j'aime beaucoup aller. Je pense que c'est. En fait, je pourrais en nommer encore vraiment plein, mais je pense que je vais m'en tenir à ces deux-là pour l'instant. Bien, c'est des très bonnes propositions. Comme d'habitude, on met tout ça dans le lien en description. J'avais une dernière question là, que je voulais te poser. Est-ce que tu as quelque chose, un conseil que tu voudrais donner à des jeunes ou moins jeunes qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent faire comme implication ou comment s'impliquer? Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là? En fait, je pense que s'ils ont un intérêt pour un organisme ou une cause, en fait, qui n'hésitent pas à aller demander à des gens qui militent dans ces organisations-là ou dans ces causes-là, je pense que c'est tout le temps plus facilitant l'intégration, puis moins intimidant quand on connaît déjà un peu quelqu'un là, qui est actif dans le milieu. Moi, je me fais contacter quand même régulièrement là, via Facebook pour des questions justement au niveau des Premières Nations. Puis je trouve que j'ai l'impression en fait que pour quelqu'un, ça facilite son passage à dire bon, mais j'ai été référé par Suzy, j'ai participé à telle chose, j'aimerais ça contribuer. Ça, je pense que ça, c'est une des premières, en fait, une de mes premières recommandations. Je sais que ça peut être gênant de faire comme le premier pas, mais aujourd'hui, avec la technologie, les médias sociaux, tout ça, ça fait en sorte que tu n'as pas nécessairement besoin d'appeler dans l'organisme pour dire ah, je serais intéressée à me joindre à votre conseil d'administration. Des fois, c'est un peu plus intimidant. Mais de vraiment commencer doucement, aussi souvent, on a l'impression que faire partie d'un conseil d'administration, il faut absolument avoir une formation universitaire, puis il faut avoir des tonnes d'années d'expérience, puis être calé là-dedans. Mais au contraire, là, les organismes qui se font approcher par des jeunes pour siéger sur les conseils d'administration, ils vont les former, ils vont les accueillir, ils vont être là pour répondre à leurs questions. Puis
de vraiment de ne pas se laisser impressionner par les états financiers. Là. Ça, c'est tout le temps la chose de toute façon que la plupart du monde sont comme ah non, on ne va pas faire ça. Fait que c'est pas parce que tu es jeune que c'est juste réservé à toi, dans le fond, cette réaction-là. Là. C'est pas mal souvent l'ensemble des membres du conseil d'administration. Fait que, je pense que c'est ce genre de choses-là. Puis aussi tu peux également là, démarrer ta propre initiative, là, puis de dire je vais aller m'associer avec telle personne. Est-ce que tu veux contribuer? À Odanak, c'est ça qu'on a fait avec le comité de jeunes. On était 4-5 jeunes. On avait à cœur de faire des activités pour et par les jeunes. Puis on a fait notre propre comité avec une structure là, super informelle, là, dans le sens où on n'a pas enregistré quoi que ce soit. Là, puis on a commencé à mettre en place des activités. Fait que l'idée, c'est aussi si tu as envie de faire quelque chose, mets-toi pas des limites. Là. Écoute pas non plus ton entourage qui te dit ça va être dur, ça va prendre du temps, ci, ça. Commence à explorer l'idée, vas-y tranquillement. Puis je pense que c'est. Après ça, une fois que tu es rendu dans le milieu qui t'intéresse, tu vas rencontrer plein de monde, puis les opportunités vont juste être quadruplées, là, en fait. Fait que je pense que c'est. J'ai dit beaucoup de choses. En fait, je me rends compte que je parle beaucoup et que je parle vite, mais ça serait pas mal ce que j'aurais à partager par rapport à ça. C'est des excellents conseils. Est-ce qu'Audrey, tu avais une autre question pour Suzy? Ben, j'ai pas d'autres questions, mais à t'écouter parler, quand tu parlais de commencer doucement et tout ça, l'image qui m'est venue en tête, c'est tout à l'heure quand tu nous parlais que le conseil d'administration du Ville d'Odanak, tu as commencé en proposant de prendre les notes et 8 ans plus tard, tu es rendu présidente du conseil d'administration. Donc, effectivement, je pense que les conseils que tu as donnés, ben, tu les démontres par ta propre expérience. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça va être très utile pour toutes les personnes qui sont intéressés à s'impliquer, peu importe l'organisme ou la cause. Bien, merci beaucoup, Suzy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, on rappelle, si vous êtes intéressé à en savoir plus, on met tous les liens dans la description comme d'habitude. Bien, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci.